Bonjour, nous sommes à Montréal le 12 septembre 2020. Hier, c'est pas sans nous rappeler, le 11 septembre, là où il y a eu les effondrements des deux tours à New York. Alors le temps passe, et on se rend compte qu'il y a toutes sortes de guerres. Il y a des guerres bactériologiques, il y a des guerres virales, il y a des guerres qui se réclament de Dieu, il y a des guerres qui se réclament des droits que certains n'ont pas, mais qui tentent de s'arroger. Alors, mais, vous savez, des fois, il y a des guerres privées, c'est-à-dire qu'il y a de la violence conjugale. Bref, toutes ces guerres, il y a les guerres causées par l'humain. Est-ce que les guerres sont toujours causées par l'humain? Ça, c'est une bonne question. À savoir, c'est quoi le pourcentage? Est-ce que la pandémie aurait pu être évitée, n'eût été, moi, de ce que je connais, ça a commencé dans les quartiers pauvres. Les gens qui avaient de la difficulté à se nourrir. Mais de ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est exact? Mais c'est sûr que il va de soi que des gens qui n'ont pas l'argent nécessaire pour couvrir leurs besoins de base, c'est sûr que la criminalité va être en hausse. Alors, moi, curieusement, la semaine dernière, vendredi dernier, puis je trouve ça drôle parce que on dirait que pas journaliste évidemment, mais j'aime beaucoup les journalistes parce que, en tout cas, moi, c'est mes principaux avis, là, parce que je monte des dossiers, puis ils viennent étayer la preuve sur les dossiers que je monte. Curieusement, bon, il y a tel avocat qui sort, il y a tel notaire qui sort, et curieusement, moi, je suis dans des dossiers de fraude. Et curieusement, ces mêmes notaires et avocats ont été enquêtés par les journalistes. Alors, c'est quoi leur filon? De quelle façon ils enquêtent telle ou telle personne? Mais ça faisait à plusieurs reprises qui enquêtaient les mêmes personnes que moi j'enquêtais. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai une âme de journaliste qui sommeille en moi? Peut-être. À toute fin utile, c'est ça. Bon, on parle beaucoup du campement Notre-Dame, puis le vendredi dernier, je suis allé et j'ai été reçu comme une reine. Bizarrement, asseyez-vous madame, prenez la place, puis je les interviewais, puis je pense que j'ai également, je les ai enregistrés, des bribes de leur passage. C'est sûr que quand on nous présente ça, aux nouvelles, bon, on dit voici, ils se sont fait un quartier, patati, patata, ils s'autogèrent, bon, on édulcore leur façon de se débrouiller sans domicile fixe, mais on regarde pas les dessous. Les dessous, c'est quoi les dessous? Les dessous, c'est que moi, j'ai interviewé les personnes à savoir comment ils s'étaient ramassés dans une situation de sans domicile fixe. Et vous savez, on a eu beaucoup de maisons de chambre. Évidemment, quand on est pauvre, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les maisons de chambre en pièces d'état, il nous reste insalubres, en décrépitude, ou les logements sociaux. Mais plus les gens disparaissent au marché locatif privé, c'est-à-dire les maisons de chambre qui étaient destinées aux chambreurs, plus ça vient grossir le rang des demandes pour les logements sociaux. Et là, on dit, ben regardez, le privé, vous ne devez pas être là, c'est nous autres, le public, on va s'en occuper. Vous ne répondez plus à la demande parce que Montréal s'agit une grande ville internationale. Et Montréal, ben, il y a un exode
urbains, des pauvres, parce que tout simplement à cause du coût du loyer. Ils ne disent pas aller vivant de Montréal, on dit ça, mais dans les faits, c'est un peu ça. Alors moi, j'ai interrogé quelques personnes et la problématique centrale, c'était que ces gens-là étaient occupés dans les maisons de chambre. Ils restaient dans les maisons de chambre. Puis moi, j'en ai connu un personnellement, Kelly, le maître, on l'appelle, pas le maître, mais le maire. J'ai connu personnellement, c'est un gars qui travaillait à la DDS, qui était pour l'Association de la défense des droits sociaux, pour les associés sociaux. Et bon, alors lui, il restait dans une maison de chambre, il a été évincé pour des rénovations. Il y a une autre personne qui est restée également dans une maison de chambre, et une autre personne qui, elle, a un problème de salubrité. Alors, tout ça pour dire que eux, c'est le bout de la chaîne. Il y a un commencement de la chaîne, qui est le propriétaire, qui veut faire des travaux majeurs, qui veut s'emparer, je dirais, et du terrain et de l'espace du logement. Lui, il dit, ben moi, c'est une occasion d'affaires, c'est ma business, je vais acheter ces maisons-là vétustes et je vais les retaper, et je vais les convertir en condos, de préférence à l'abri du fisc, à l'abri de la législation, et le tour est joué, et je me fais mon 100 000. Alors, on est dans une dynamique, non pas de marché, parce que le marché, c'est le marché, c'est-à-dire que combien vaut, disons qu'on va se rapprocher du coût d'évaluation des maisons. Si une maison par la ville est évaluée à 200 000, bon, ben, on peut dire, ben, je vais acheter la maison à 225 000. Mais là, on est dans une dynamique de spéculation immobilière et de fraude immobilière également, et de, je dirais, d'évasion et d'évitement fiscal, les deux. Parce que l'évasion, c'est une chose, puis l'évitement, c'est une autre chose. L'évasion, c'est comment on veut carrément pas payer nos impôts, puis on trouve des stratagèmes pour que les gains qu'on fait soient à l'abri du fisc. Puis moi, je suis une drôle de fille, quand il m'arrive une situation, ben, au lieu de collaborer, je me mets à étudier la situation sous tous ses angles. Et alors ça fait quoi? Ben, ça fait que les coffres de l'État sont moins regarnis qu'ils pourraient l'être. Parce que vous comprendrez avec moi que si, je sais pas moi, il y a 100 individus, comme moi dans mon cas, le fisc, je ne sais pas si c'est le fisc qui m'a mis en faillite, mais mon propriétaire devait 1 300 000 à l'impôt. Alors pour 100 individus qui doivent 1 million, ben, on en arrive à 100 millions qui pourraient être affectés au bien commun, à la collectivité. Je pense à rénover les écoles, entre autres. Je pense à rénover peut-être les hôpitaux. Je pense à mieux payer les employés de la fonction publique. Bon, bref, moins on a d'argent collectivement, moins on peut desservir les besoins de la population. Alors moi, c'est ça. Ça a été un de mes créneaux. Tu sais, on parle tout le temps les inégalités sociales, le fossé se creuse, tout ça. C'est vrai que le fossé se creuse. C'est bien entendu que le pauvre va devenir plus pauvre, puis le riche va devenir plus riche. Souvent, ben, c'est au détriment des pauvres. On appelle ce qu'on appelle l'enrichissement injustifié, c'est-à-dire qu'on s'enrichit d'une manière injustifiée, qui est disproportionnée, c'est disproportionné pour appauvrir davantage une autre personne. Parce que
c'est quoi qui fait qu'on est pauvre, c'est quoi qui fait qu'on est riche? Ben, je veux dire, nonobstant notre capacité à investir avec de l'argent qu'on n'a pas, on investit soit à la bourse, soit dans l'immobilier, tout ça, et on devient plus riche. Mais quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas investir l'argent qu'on n'a pas. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le classement, de parler aux gens. Bon, ces gens-là, c'est bon parce qu'ils ont réussi à comme entraîner les médias sur eux, puis un regard aussi sur eux, ce qui n'était pas avant. Tu sais, chacun restait dans sa petite chambre miteuse, qui payait des fois 500-600 $ par mois, avec des revenus peut-être d'assistance sociale, là, 700-800. C'est sûr que quand on a une capacité X de payer, c'est pas une capacité Y. Et si on a des revenus de 700, ben, à moins d'avoir un logement social ou une chambre miteuse, nos perspectives de bien se loger sont assez minces. Alors, ben c'est ça. Je parlais à ces gens-là. Et eux me disaient, ben écoutez, l'espace public, qu'est le terrain, le qui borde la rue Notre-Dame, là, le parc, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. On m'a dit que ça appartenait au ministère des Transports du Québec. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a révélé. Alors ça, c'est provincial. Hein? Il y a toujours une lutte, malheureusement, entre le municipal, le provincial et le fédéral. Des fois, ça appartient à la ville, des fois, le terrain appartient au provincial, des fois, il appartient, on est en zone fédérale. Alors, bon, puisque eux, ils avaient la permission de pouvoir rester là, puis que la mairesse n'avait pas juridiction sur le territoire, et donc, elle s'en mêlerait pas, et elle ne peut pas s'en mêler parce que c'est comme moi, si j'ai une maison sur un terrain, tu sais, quand même qu'on essaierait de m'exproprier, à moins des motifs très, très, très valables, on ne pourrait pas m'exproprier. Alors, la mairesse n'a pas juridiction. Mais curieusement, les HLM, moi, je me suis, parce que j'ai été évincé de mon logement qu'on a rendu délibérément insalubre pour que moi, je quitte le logement, je me suis renseigné à savoir qui finançait les familles HLM. Parce que ça m'intéresse, tu sais, la question de financement, parce que il me semble que les gens qui financent devraient savoir si les argents qui ont été injectés pour le financement des HLM servent à bon escient. Alors, il paraîtrait que ça serait 10% de la ville, mais là, je dis ça sous réserve. Il y a 55% le provincial et 45% le fédéral. En tout cas, disons que une très part minime proportion de la ville. Et puis, là, on m'a dit que le fédéral s'était dit, avait arrêté d'investir dans le logement social, mais là, je dis ça sous réserve. En tout cas, à supposer que ce soit les trois paliers du gouvernement, il en reste que la ville, c'est la première, je dirais, bénéficiaire de toutes ces éditions massives. Parce que si le terrain, ben disons la chambre, il y a 10 chambres à 400 $, bon, on va dire, là, 10 chambres à 400 $, ben ça fait 4000 de revenus. Bon, puis là, ben, il y a une évaluation foncière qui est faite. Disons que le propriétaire, mettons un chiffre, je sais pas, mettons qu'il paye 4000 $ de taxes, c'est pas comme ça, là. Et là, il rénove, puis il met des petits condos à la place. Ben là, au lieu de 4000 $ de taxes, il va créer 10 unités de petits condos. Puis là, ben, il va avoir peut-être la taxation va monter de 4 fois la taxation, je sais pas trop. Fait que là, la ville, elle dit, ben oui, mais ça, c'est très intéressant pour nous.
parce que c'est de l'argent qui rentre dans les coffres de la ville, dans les impôts fonciers. Bon, fait que, mais là, ces petites personnes-là qui étaient là, OK, là, on dit, ben là maintenant, là, c'est plus notre ressort, là, ça va être le ressort du gouvernement. Alors, c'est le gouvernement qui s'en occupe, le provincial, puis nous, on est des loges, on a notre part substantielle de gâteau, puis nous autres, on s'enrichit comme ça. C'est le provincial, il dit, ouais. On fait quoi avec ces gens-là? Ben, ils vont grossir la liste des gens pour les logements sociaux, les HLM. On va les mettre dans la liste parce qu'ils n'ont plus de logement. Ils vont devenir prioritaires, ils n'ont plus de logement, on les met dans la liste. Alors, la liste grossit. Fait que là, ça passe de 20 000, là, c'est plus 20 000, c'est 25 000. 5 ans plus tard, c'est plus 25 000, c'est 30 000. Alors là, ça fait, là, c'est plus l'offre et la demande dans le privé, c'est l'offre et la demande dans le public. Et là, on se dit, bon, 30 000, il y a tout ce monde-là à trouver un logement. Bon, on s'inscrit sur la liste. Ben là, on a des critères. Bon, c'est quoi le revenu? Il y a 3 critères principaux. Le revenu, l'état du logement, si c'est installé ou si tu as des points. Puis, il y a aussi là, la capacité d'aller travailler, là, si tu es pas capable de travailler, parce que tu as d'autres points. La condition psychosociale, là, on va dire, là, puis, de maladie, puis tu as des points. Fait que tu as trois catégories de points. Mais là, tu as fait ta demande, ça fait pas longtemps que là. Fait que tu peux espérer avoir un logement social, peut-être, je sais pas, là, les dernières statistiques, c'est plus 15 ans. Fait que là, tu fais quoi? Bon, ou bien tu es dans la vie, ou bien, ben là, nous, un petit 1,5, comme j'ai vu, à 800$. J'ai vu des gens se louer, je vais vous dire, là, quasiment une cellule, là, à 800$. Mais là, on va toute la bien désigner. On va toute la décorer bien comme il faut pour faire à croire que finalement, c'est très bien logé. En tout cas, tout ça pour dire que la personne qui réussit à se dénicher sa niche pour 700-800$, là, elle, son revenu, là, il n'a pas augmenté. Ça a travaillé au salaire minimum, tu regardes sa job au salaire minimum, son revenu n'a pas augmenté. Mais par contre, on se le cachera pas, son logement, qui passe à 700, elle a revenu au salaire minimum à 340$, mettons, ça fait 370 qu'on m'a dit, pour 40 heures au salaire minimum, là, parce que j'ai parlé une caissière. Fait que 370 fois 2, ça fait 740, ça fait à peu près 1500. Mais là, on en a 800, là, 800 pour se loger. Ça, c'est 60%. Là, après ça, c'est pas fini, on commence. Ça veut se payer quelques loisirs. Après ça, après avoir mangé, se payer quelques loisirs. Il faut qu'elle se vêtisse. Il faut qu'elle se déplace. Alors finalement, elle, ben, elle est plus pauvre que celui qui a pris des logements des riches, des pauvres, pardon, sont plus riches. Fait qu'on arrive donc à une équation où ben, les pauvres, les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. Puis là, j'ai une de mes amies qui est mariée à un comptable agréé. Elle me disait, j'aime sa façon de penser parce qu'elle a fait une technique en travail social, puis elle est retournée sur le marché du travail à un âge assez tardif. Elle disait, ça prend beaucoup de pauses pour faire un riche. Et qu'est-ce qui est alléchant pour le riche? Ben, c'est justement, c'est le logement des pauvres parce que c'est là qu'ils vont aller chercher, diriger la plus grande marge de profit. Puis là, ben lui, le pauvre, il va se trouver encore plus pauvre. Alors, c'est ça. Moi, là, pour en revenir à mes gens qui squattaient la rue Notre-Dame, j'ai dit, regardez, nous autres, on s'est trouvé cette place-là.
Il y en a un qui s'est fait une petite douche de fortune. En tout cas, il a pas tenté de quoi. Il s'est fait un puits. L'eau tombe. En tout cas, ils veulent essayer d'être. Comment je dirais? S'auto-gérer sans domicile fixe. Je dirais. S'auto-citer sans domicile fixe. Puis regardez. Il dit là, nous autres, là, on peut occuper l'espace qu'on veut. C'est plus par pied carré, parce qu'on sait que quand tu vends quelque chose, c'est tant pied carré, tant pied carré, tant pied carré. C'est 10 piastres au pied carré. Je sais pas trop comment je calcule ça. C'est 100 pieds carrés, ça, c'est ça. Et puis là, il dit, ça nous coûte rien. Fait qu'on a l'espace, ça nous coûte rien. Fait que si on veut occuper 100 pieds carrés, 500 pieds carrés, on occupe 500 pieds carrés. Si on veut occuper 700 pieds carrés, on occupe 700 pieds carrés. Ça ne coûte rien. Puis, là, si tu regardes ça, tu dis, ouais. Mais là, ils peuvent avoir leur chèque quand même. Là. Je veux dire, ces gens-là, ils peuvent avoir des casiers postales, des organismes qui reçoivent des chèques des bénéficiaires et tout ça. Fait qu'ils se disent, ben regarde, on a trouvé la solution. Puisqu'on est exclu du marché privé, puisqu'on ne peut pas être inclus du marché public à cause des longues listes d'attente qu'on est rendu à 60 ans, parce qu'on a le temps de mourir avant d'avoir un logement, on va occuper l'espace public gratuitement. Puis l'argent qu'on va avoir, ben, c'est à nous. Hein? Fait que ils disent, ben, au lieu de donner tout notre chèque notre chèque soit de travail ou comme bénéficiaire d'aide sociale à un propriétaire, qui finalement va de plus en plus nous appauvrir parce que lui, sa dynamique, c'est sa marge de profit. C'est de plus en plus une grande marge de profit. Ben, on va occuper l'espace public, puis c'est nous autres qui va s'arrêter. Puis, dans le fond, je veux dire, ces gens-là, il y a des gens qui sont. Tu sais, ils ont l'air cons, mais les gens ils disent là sont des marginaux, mais il y a des gens qui ils trouvent que c'est plus intelligent de vivre comme ça parce que au lieu d'enrichir quelqu'un d'autre, ben c'est eux autres qui s'enrichissent. Parce que moi j'ai connu des gens, curieusement, qui étaient dans la rue, puis ils ne voulaient pas payer. Hein. Les gens qui ne veulent pas, ils ont une hantise de payer. Alors ils se promènent de refuge en refuge, ils ne payent pas, c'est d'autres qui payent à leur place. Puis, ou ils se promènent de logement en logement, là, ils cherchent les logements, puis après de trouver un petit prix, puis là, ben, pendant ce temps-là, ils se ramassent de l'argent. Puis, bon, ça pour dire que eux autres, il y en a qui ont réussi à garnir, oui, ils ont réussi à se ramasser de l'argent. Fait que, tu vois, les gens, ils se ramasseront jamais une somme parce que finalement, ils donnent tout leur argent à enrichir quelqu'un d'autre.